Madame la ministre, je vais vous laisser répondre à toutes ces interventions avant de repasser la parole aux parlementaires. Merci. Merci Madame la Présidente, merci pour vos questions qui permettent d'approfondir beaucoup de points que j'ai évoqués. Tout d'abord, sur le plan d'investissement compétences, oui, il s'adresse aux jeunes NEET, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont ni en emploi ni en formation, et aux demandeurs d'emploi, notamment les plus éloignés de la qualification et de l'emploi. Au niveau des accords avec les régions, parce que c'était la question, nous avons maintenant des accords avec 11 des 13 régions métropolitaines. Seuls PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'instant, ne souhaitent pas s'associer à cette démarche. J'espère que ça évoluera. Dans toutes les autres régions, on a pu voir que c'est des démarches très intéressantes parce que le fait de pouvoir le programmer à 5 ans permet de planifier une montée en puissance, je dirais, des dispositifs. J'étais il y a quelques jours en Hauts-de-France avec le président du conseil régional. C'est là qu'on a lancé les opérations numériques. On voit bien qu'on va pouvoir monter en puissance des filières de formation. Le fait d'avoir un plan stratégique à 5 ans fait une différence par rapport à des plans ponctuels année après année. En ce qui concerne je vais prendre les questions un petit peu par thème. Sur une question qui était un peu hors thème, sur les travailleurs des plateformes, oui, nous avons une réflexion en cours. On est tous d'accord pour dire que les travailleurs des plateformes sont dans une situation particulière. La justice a reconnu, la Cour de cassation a reconnu récemment qu'ils sont bien des travailleurs indépendants, qui ne doivent pas faire l'objet d'une requalification, mais en même temps, leur activité peut dépendre d'un ou plusieurs donneurs d'ordre. Et donc, il convient de regarder quel type de protection sont adaptés pour eux. Et nous avons une réflexion en cours dont j'espère bien qu'elle aura abouti suffisamment pour que je puisse vous en reparler au moment de la discussion sur la loi. Parce que je pense que c'est une question aujourd'hui qui grandit sociétalement et qu'il faut traiter. En ce qui concerne le volet assurance chômage, plusieurs questions ont été posées sur ce sujet-là. Premièrement, en ce qui concerne les contrats courts, ou plus exactement la lutte contre la précarité, vous savez qu'aujourd'hui, le taux de CDI, c'est 85% des emplois en France, 15% sont des emplois dits précaires, CDD et intérim, mais dans les flux d'embauche, même si ça évolue positivement depuis la fin de l'année dernière, le flux d'embauche est à 80% des emplois CDD et intérim. Alors il y a une évolution, puisque pour la première fois au dernier trimestre de l'année dernière, il y a eu une augmentation de 14% des CDI, c'est la première fois depuis une dizaine d'années. Mais enfin, donc l'inflexion est dans le bon sens. D'ailleurs, elle témoigne des tensions sur le marché du travail, parce qu'il y a discussion et de la confiance dans l'avenir. Mais néanmoins, nous avons un travail à faire là-dessus. Alors ce que les partenaires sociaux qu'on avait interpellés sur le sujet de la précarité dans le document d'orientation, ce qu'ils ont demandé, c'est jusqu'à la fin de cette année, de négocier dans le cadre de leurs compétences en matière d'assurance chômage, pour revoir éventuellement les modalités par branche de la règle du recours CDI versus CDD intérim. L'idée, en gros, c'est que dans un secteur donné, vous avez, pour la même branche, et pour des entreprises comparables qui sont d'ailleurs parfois concurrentes, des entreprises qui recourent massivement au CDD et à l'intérim, et d'autres beaucoup moins. Et en fait, par le principe de la mutualisation, c'est celles qui recourent le plus au CDI qui finalement payent un peu pour les autres. Puisque je rappelle que l'aspect des contrats courts est une partie extrêmement importante de l'assurance chômage. Et donc, c'est dans cet esprit-là. Donc, la loi ne définit pas de modalité, mais elle prévoira, enfin, le projet de loi prévoit que s'ils n'aboutissent pas dans leur négociation, eh bien, à ce moment-là, l'État puisse intervenir sur ce sujet-là, comme ils l'ont demandé en disant on veut négocier d'abord. En ce qui concerne le financement de l'assurance chômage et sa compensation, oui, nous mettrons dans le projet de loi le principe de la compensation, puisque c'est l'État qui a décidé de supprimer l'assurance chômage des salariés pour augmenter le pouvoir d'achat de ces salariés. Donc le gain est pour les salariés, mais néanmoins, évidemment, pour le système d'assurance chômage, il faut que ça soit compensé. C'est compensé par l'impôt, par la CSG. Et donc le principe sera inscrit dans la loi pour qu'il soit durable et pas simplement ponctuel cette année. En ce qui concerne toujours le champ de l'assurance chômage, il y avait une question sur le contrôle des chômeurs. Alors, d'abord, je crois que ce qu'il faut renforcer, c'est d'une part l'accompagnement précoce des chômeurs, j'y reviendrai,
et d'autre part, une logique de contrôle qui soit plus cohérente par rapport à la réalité. Qu'est-ce que j'appelle précoce? On voit que dans les pays qui luttent efficacement contre le chômage de masse, il y a des propositions qui sont faites très vite aux demandeurs d'emploi en matière de formation, de reconversion, de bilan de compétences. Aujourd'hui, nos dispositifs ne le permettent pas complètement et il faut savoir qu'une partie importante du temps humain, par téléphone ou physique, entre un conseiller Pôle emploi et un demandeur d'emploi, une grande partie, c'est de la mise à jour d'informations, le demandeur d'emploi faisant état de où il en est, devant montrer un peu tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps-là, ce n'est pas un temps de conseil, c'est un temps d'information. Et donc, nous allons expérimenter dans quelques régions le principe d'un journal de bord qui serait rempli par le demandeur d'emploi lui-même, qui permet du coup de focaliser l'entretien et d'aller tout de suite vers la recherche de pistes, de solutions, et de pouvoir avoir un dialogue qui est plus construit dans le temps. Pourquoi? Parce que tous les demandeurs d'emploi n'ont pas les mêmes besoins. Certains, c'est d'affiner leur projet professionnel. D'autres, c'est de partir sur une reconversion. D'autres, c'est de savoir faire des entretiens d'embauche. D'autres, c'est de résoudre un certain nombre de problèmes périphériques. Ils ont besoin d'aide pour le faire. Donc, ça va permettre aussi plus de personnalisation. Et ça, c'est sur l'accompagnement plus précoce. Et de l'autre côté, si je veux dire, sur le contrôle, Pôle emploi a fait les 2 dernières années un contrôle aléatoire sur 230 000 demandeurs d'emploi. C'est les chiffres que vous citiez. 66% recherchaient très activement un emploi ou même dans une partie d'entre eux, on trouve un emploi le temps du contrôle. 20% étaient découragés. Je voudrais insister sur ce chiffre, c'est parce que le découragé, c'est quelqu'un qui a fait de multiples démarches, et qui, au bout d'un moment, et on peut le comprendre, a baissé les bras parce que ça n'a rien donné. Et donc, il y a un véritable découragement. Eh bien, c'est à l'occasion du contrôle qu'ont été repérés ces demandeurs d'emploi, ce qui a permis de remobiliser des choses actives. Donc, il ne faut pas voir le contrôle simplement comme le préambule de la sanction, c'est faire un point un peu systématique. Et je pense que c'est utile aussi pour ça. Et puis ensuite, il y avait 14% des demandeurs d'emploi qui ne faisaient pas de recherche active d'emploi, qui n'avaient pas de difficultés particulières personnelles ou professionnelles. Certains étaient indemnisés à l'UNEDIC, d'autres au RSA, d'autres n'étaient pas indemnisés mais utilisaient les services. Donc ça représente un coût. Et là, je dirais, il n'y a pas plus ou moins que dans n'importe quel domaine, que ce soit à partir du moment où il y a des financements mutualisés, des financements publics, qu'on soit à l'URSSAF, qu'on soit à Pôle emploi ou qu'on soit aux services fiscaux, il n'y a pas de raison qu'une petite minorité, et je suis d'accord avec vous, c'est une petite minorité, la grande partie des demandeurs d'emploi n'ont qu'un but, c'est de trouver un emploi. Mais la petite minorité qui n'est pas dans cette démarche-là, il n'y a pas de raison qu'elle continue à bénéficier d'un service qui est évidemment payé par la collectivité et par l'ensemble des autres. Et pourquoi? Parce que aussi ça démoralise aussi ceux qui vont travailler ou les employeurs qui ne trouvent personne. Mais ça n'est pas une solution, c'est pas un outil de solution du chômage de masse, on est bien d'accord. C'est stratégie compétence, c'est 1000 fois plus importante. Mais néanmoins, tout système a ses droits et ses devoirs, il n'y a pas de raison de ne pas les faire respecter. Et puis on doit revoir l'échelle des sanctions parce qu'elle est, si je rentre dans le détail, un petit peu étrange aujourd'hui. En gros, vous pouvez être radié 2 mois si vous ne rendez pas une convocation de Pôle emploi, mais vous êtes radié 15 jours si vous ne faites aucun effort pour trouver un emploi. On voit bien que ce n'est pas logique. En plus, ce n'est pas progressif. Une fois, c'est une chose. De façon répétée, c'est une autre. Donc, il faudra revoir l'échelle des sanctions. Simplifier aussi, parce qu'il y a 2 décideurs aujourd'hui, le préfet et Pôle emploi, ce qui complique la visibilité pour les demandeurs d'emploi. Ensuite, sur les sujets d'apprentissage, je voudrais revenir sur plusieurs des questions que vous avez posées et qui sont importantes. La première, c'est la question des fractures territoriales. Alors, j'ai une conviction, c'est que c'est tout le contraire. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a une fracture territoriale. Certaines régions ont fait des investissements extrêmement importants et sont extrêmement dynamiques en matière d'apprentissage. D'autres utilisent 80% de la dotation qu'elles reçoivent à cet égard. Elles ont tout à fait le droit, c'est une compétence décentralisée. Donc si la recette est liée, la dépense ne l'est pas, donc c'est leur choix et c'est parfaitement légitime. Donc ça n'est pas une critique au sens elles devraient faire autrement, elles ont le droit de le faire. Mais le résultat, c'est qu'on a une inégalité de la capacité d'accès à l'apprentissage sur le territoire qui est très importante. Deuxièmement, on a certains territoires où, par le mécanisme de subvention, et là encore une fois, ce n'est pas la faute des régions, c'est le mécanisme qu'on leur a imposé, le principe de subvention limitée
fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus développer l'apprentissage. Et s'il y a d'autres jeunes, d'autres entreprises qui arrivent, on ne peut pas développer. Et ça, c'est quelque chose que nous réglerons par le coût au contrat, puisque par tous les points du territoire, le coût au contrat sera disponible. Ensuite, nous allons mobiliser aussi les lycées professionnels. Avec Jean-Michel Blanquer, nous sommes persuadés qu'une des pistes, c'est les passerelles entre les deux systèmes, mais aussi la mobilisation et avec les régions d'avoir des véritables campus des métiers où on peut passer de l'un à l'autre et où ça permet aux régions, j'y reviendrai, qui ont la compétence en matière d'investissement, de mutualiser les équipements entre un lycée et un CFA. Mais aussi, avec Jean-Michel Blanquer, nous voulons aussi que chaque lycée professionnel puisse ouvrir une section d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas, ce qui permettra dans certains coins du territoire où il n'y a pas d'offre, de développer une offre. Et puis, le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'apprentissage, des branches, des réseaux, qui nous ont dit, maintenant qu'on sait qu'on pourra, sans limite, continuer à développer l'apprentissage, on va aller beaucoup plus loin sur les territoires et on va aller se développer partout, puisqu'on sait qu'on ne sera pas limité que dans le cas d'aujourd'hui. Alors, ça m'amène aux compétences des régions dans ce système-là. Les régions auront plusieurs compétences. La première, on va renforcer leurs compétences en matière d'orientation, plus exactement d'information sur les métiers. Alors, j'attire les députés sur une importance de vocabulaire. On ne peut pas donner la compétence générale d'orientation au sens juridique du terme, parce que ça veut dire deux choses, l'orientation dans la loi. Ça veut dire l'affectation individuelle des élèves, et ça, il n'y a pas une région qui le demande, bien sûr, ce n'est pas le sujet, et ça veut dire l'information sur les métiers. Donc la compétence qui est renforcée pour les régions, c'est évidemment l'information sur les métiers, ce n'est pas pour dire que tel ou tel élève va en seconde ou en première de tel ou tel univers. Par contre, cette information sur les métiers va permettre aux régions, avec les établissements scolaires, pas contre, mais avec les collèges et les lycées, de monter partout, sur tous les points du territoire, des sessions d'information de métier, d'échanges, de rencontres, d'expériences. Et je crois que nous avons besoin de cet effort. Troisièmement, la compétence de la région reste pleine et entière sur le sujet des investissements. Il n'y a pas de modification. Et comme c'est une recette dynamique assortie sur une taxe, cette année, ça sera 200 millions d'euros. C'est plus que ça n'a jamais été. Donc les capacités d'investissement des régions se renforcent d'année en année, continueront à se renforcer par l'effet de cette loi. Et en plus, en utilisant avec ce qu'ils font pour les lycées professionnels, ça ouvre des capacités plus grandes. Ensuite, les régions se verront attribuer, en plus du coût au contrat, qui est garanti partout, une dotation pour, je dirais, d'équilibre du territoire ou d'aménagement du territoire, pour notamment des zones rurales ou des quartiers prioritaires de la ville, où le coût en contrat ne permettrait pas complètement de répondre à la question. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait un centre de formation d'apprentis qui serait trop petit, qui serait important pour l'équilibre du territoire, pour qu'on puisse faire une formation de maçon ou de boucher pas trop loin, mais qui, en termes de nombre, n'arrive pas au point d'équilibre avec le coût au contrat. Nous avons prévu que 20% des sommes dédiées formation que 20% des CFA puissent être dotés de ce complément par les régions. Encore une fois, le coût au contrat tiendra compte d'un certain nombre de critères. Nous définirons ces critères avec les partenaires sociaux et les régions. Donc le coût au contrat prendra déjà un certain nombre de dispositions, mais comme vous voyez, l'investissement est déjà prévu par ailleurs. Et donc je pense qu'avec ce complément d'aménagement du territoire, ça sera très important. Sur les fractures territoriales, je voudrais insister aussi qu'il y aura un appel d'offres national et territorialisé sur le conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, il y a une majeure partie du territoire où il n'y a pas de conseil en évolution professionnelle, sauf pour les demandeurs d'emploi, puisque ce sont Pôle emploi, les missions locales qui l'assurent. Mais pour les salariés, en gros, il n'y en a pas à beaucoup d'endroits du territoire. Et bien là, le financement étant assuré maintenant, et cet appel d'offres permettra de le territorialiser et d'en avoir partout sur le territoire. Ce sera une des conditions de l'appel d'offres, c'est de pouvoir accéder partout à ce conseil en évolution professionnelle. Ensuite, sur l'apprentissage toujours, en ce qui concerne le coût des formations en alternance, je le disais, je reviens sur un instant sur le coût au contrat. C'est le cas pour le contrat de professionnalisation qui, lui, se développe très bien, se développe d'année en année. Et donc, ça permettra une équité de financement. Je voudrais redonner un exemple. CAP de cuisinier. Aujourd'hui, en France, il y a des endroits où la subvention au CFA est de 2 500 € par jeune. Difficile de faire une formation de qualité complète pour 2 500 €. Et d'autres, 14 000. Alors oui, il y aura des différences à prendre en compte.
Mais dans cette ampleur-là, il n'y en a aucune qui se justifie. Donc ça permettra une équité plus importante et une sécurité de financement pour les CFA, et puis qui permettra, encore une fois, de dépenser, comme je le disais, tous les fonds avec une vision plus forte dans le domaine rural et les quartiers prioritaires de la ville. Pour les rémunérations des apprentis, il y a une augmentation de la rémunération des apprentis, comme vous l'avez vu, pour tous les jeunes de 15 à 20 ans, de 30 € par mois, ce qui fait 360 € par an, plus l'aide au permis. Pour les autres, c'est un maintien actuel. Je pense que nous n'avons pas... il y a eu beaucoup de débats avec les partenaires sociaux qui ont souhaité garder un système qui est un mix d'âge, voilà, et de progressivité, avec une première année où le jeune a la même rémunération mais coûte beaucoup moins cher à l'entreprise, donc le reste à charge sera moins important, plus important la deuxième année, pour que ça encourage les entreprises à y aller. La première année, c'est beaucoup d'efforts de formation, la deuxième aussi, mais le jeune commence à avoir une certaine productivité. Mais ça ne doit pas pénaliser le jeune. Et le fait qu'on fasse une aide unique aux entreprises de 6 000 € pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés permet de diminuer ce reste à charge sans pénaliser, et même en augmentant la rémunération des apprentis jusqu'à 20 ans. Dernier point qui concerne l'apprentissage, c'est sur la FNSEA. Alors, aujourd'hui, il y a des exonérations de taxes d'apprentissage sectorielles qui existent depuis 1923 ou 1930 selon les taxes, qui posent un problème constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel considère qu'il y a une rupture d'égalité par ces exonérations sectorielles. Donc, elles ne sont pas tenables juridiquement. C'est pas plus un problème juridique qu'une décision politique. En revanche, ce que nous souhaitons faire dans le projet de loi, c'est d'abord exonérer de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises de moins de 11 salariés, ce qui fait qu'ils soient agriculteurs, artisans, commerçants, oui, quand elles ont un apprenti. Donc, toutes celles, voilà, ça permettra d'exonérer une très grande partie. Et deuxièmement, je reviens au système de péréquation. Ça a l'air technique, mais ça a des conséquences très fortes. C'est le fait qu'il y a une péréquation au plan national qui permet de pousser les secteurs. Bien, l'agriculture, par exemple, et avec l'artisanat, un des secteurs les plus investis dans l'apprentissage. Et notre estimation, c'est que le secteur bénéficiera de 80 à 100 millions d'euros à peu près des autres secteurs sur l'apprentissage. Donc voilà, il faut rebâtir le système de façon différente pour que ça ne soit pas pénalisant pour cet apprentissage qui est un apprentissage de qualité, avec un gros investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire. En ce qui concerne la formation, vous avez évoqué plusieurs sujets. En ce qui concerne l'application mobile, bien sûr, nous savons que probablement 80-90% de la population sera à l'aise, mais pas tous. C'est vrai pour les demandeurs d'emploi comme pour les salariés. Et donc c'est pour ça aussi que le conseil en évolution professionnelle, il pourrait être physique, par téléphone, sous toutes les formes possibles, car évidemment, le conseil n'est pas simplement le conseil sur le contenu, mais il peut... Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Pôle emploi, où il y a maintenant, dans la plupart des agences, un conseil pour l'inscription en ligne. Donc ça fait partie aussi du travail. Et d'ailleurs, dans le plan d'investissement compétences, il y aura un gros volet d'éducation numérique pour tous, parce que je crois que c'est très important pour nos concitoyens de pouvoir accéder à ça. Tant qu'il y en aura un citoyen qui n'y accède pas, il faut avoir un accompagnement physique et tout, mais c'est aussi ça devient de plus en plus un handicap social de ne pas savoir naviguer sur Internet un minimum. Et donc c'est aussi notre devoir de l'accompagner, de le compenser, mais aussi de le prévoir dans les formations. Nous n'avons pas l'intention, dans aucun domaine, de gouverner sans corps intermédiaire, mais j'y reviendrai en conclusion. Je pense qu'on a la conception de la régulation commune est quelque chose qui doit évoluer. En ce qui concerne les coûts pour le compte personnel de formation, vous avez évoqué les coûts. La transposition qui est prévue est à 14,28 € par heure. C'est plus aujourd'hui que ce qu'il y a dans le compte personnel de formation, qui est en moyenne à 12 €. C'est plus que l'AFPA, qui est en moyenne à 12 €. C'est plus que les formations des demandeurs d'emploi. Donc c'est équilibré. Alors vous me direz, il y a certains OPCA qui financent au-dessus.
Il faut savoir que de nombreux OPCA, pour ne pas rendre restitués en fin d'année, sont amenés à gonfler les prix. Les OPCA financent au-dessus du marché aujourd'hui, beaucoup le reconnaissent. Et donc je pense que ce sujet est un peu un faux débat, puisque aujourd'hui, les coûts de formation moyens sont en dessous de ce qu'on a prévu comme taux dans transfert, si j'ose dire. Et donc, on a testé toute une série de formations. Par exemple, avec 800 €, vous pouvez vous pouvez vous préparer au TOEIC, vous pouvez faire le CACES, qui est très demandé. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui pourraient trouver un emploi, qui ne le trouvent pas. Et là, je ne parle même pas des 8 000 €, je parle des 800. Donc, je pense qu'au contraire, quand on voit la liste des formations auxquelles on peut accéder, il y aura tout d'un coup une capacité de beaucoup de nos concitoyens à faire la formation de leur choix en ayant les moyens de leur formation. En ce qui concerne les sujets les salariés des OPCA, les OPCA se transforment profondément, mais les opérateurs de compétences auront un rôle majeur. Ils ne feront plus la collecte, mais honnêtement, la plus-value, la valeur ajoutée du paritarisme... Pardon, il s'éteint tout seul. Parler trop longtemps. Par contre, ils auront un rôle majeur, ces opérateurs de compétences, sur plusieurs points. Premièrement, en matière d'apprentissage et d'alternance, le coût au contrat défini au plan national, il faut bien que quelqu'un distribue financièrement aux centres de formation d'apprentis, CE, sans limite. Et pour revenir à la question interprofessionnelle, évidemment, on prévoira aussi une dimension interprofessionnelle. De toute façon, c'est l'OPCA dans laquelle, que ce soit pour le compte personnel de formation, que ce soit pour l'apprentissage, de façon générale, l'entreprise, quand elle est dans un secteur, son OPCA doit payer, et après la péréquation, l'opérateur de compétences doit payer, et le financement étant garanti, ça n'est plus un problème. Mais il y aura bien d'autres rôles sur lesquels nous avons absolument besoin du dialogue social et du paritarisme. Le premier, c'est d'aider les entreprises et surtout les branches, au niveau paritaire, à faire une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que former pour former, ça ne sert à rien. Sauf qu'on n'est pas encore très éclairé dans beaucoup de domaines sur les métiers à 3-5 ans. Et ça, c'est un effort. Nous sommes allés voir dans plusieurs pays. Il y a des pays qui sont plus en avance que nous là-dessus. Le regroupement des branches va aider. Et je crois que les opérateurs de compétences, pour les branches qui ne sont pas outillées, va être vraiment un lieu très important pour les aider à prévenir ces métiers. Ça sera utile pour les nouvelles formations, ça sera utile pour le plan d'investissement compétences, ça sera utile pour les salariés, ça sera utile pour les entreprises. Ensuite, vous avez vu que dans la réforme de l'apprentissage, on modifie aussi la manière dont les certifications, titres et diplômes sont élaborés, en donnant la responsabilité aux partenaires sociaux au niveau des branches d'élaborer les référentiels professionnels des diplômes. C'est une grosse révolution pour la France. C'est très courant dans les autres pays, puisque finalement, c'est un peu le bon sens de dire que ce sont les professionnels qui savent le mieux quels seront les métiers de demain. Donc il y aura un système de validation ensuite, mais c'est eux qui auront cette responsabilité. Là encore, certaines branches sont tout à fait outillées pour le faire aujourd'hui, d'autres pas encore, et les opérateurs de compétences pourront se creuser cette élaboration auprès d'eux pour pouvoir les aider à élaborer ces référentiels de compétences. Donc, les opérateurs de compétences auront un rôle très important. Certes, les personnes qui font la collecte seront amenées à changer de métier, mais la réforme se fait par étapes. Et évidemment, j'allais dire, il faut aussi tenir compte de ça pour pouvoir les aider à évoluer au sein des opérateurs de compétences. En ce qui concerne l'AFPA, oui, l'AFPA est un élément important. Vous avez rappelé l'historique. C'est un très bel outil. Il y a 170 sites en France et une présence territoriale sur l'ensemble du pays, ce qui est précieux. Mais il y a un déficit structurel d'environ 100 millions d'euros chaque année, qui est donc très important pour un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Et donc, il faut repenser le modèle. Ce problème traîne depuis trop d'années. La décentralisation a eu pour conséquence que les régions fassent beaucoup moins appel à l'AFPA, c'est leur droit. Mais le résultat, c'est que l'AFPA a perdu beaucoup de marchés. Et d'autre part, c'est vrai qu'on a mis, vous l'avez dit, on a un peu demandé à l'AFPA d'être en concurrence avec des organismes privés sur lesquels ils ne jouaient pas avec les mêmes armes. Et je ne suis pas sûre que la mission d'un AFPA service public soit de former
des cadres dans des domaines où il y a l'offre de formation, il n'y a pas de faille de marché, et donc on n'a pas forcément besoin à ce moment-là d'un service public. Il faut se rappeler que quand l'AFPA a été créée, après-guerre, il y avait une faille générale de la formation professionnelle dans le pays et des besoins immenses. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce qu'il faut, c'est donner une vision, une visibilité et un plan stratégique de long terme à l'AFPA. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, que pour les salariés de l'AFPA, pour leurs partenaires, un peu jour le jour est difficile quand il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de vision stratégique. Donc nous y travaillons, on y travaillera cette année. Et je pense que c'est un point important. On a besoin de l'AFPA, mais il faut qu'elle soit concentrée sur des missions de service public qui font sens, sur lesquelles il y a un vrai apport et sur lesquelles on utilise ce qu'elle sait faire comme un atout. Ensuite, en termes de formation, je vérifie si j'ai omis des questions. Je pense que j'ai fait à peu près un tour. De toute façon, il y en aura d'autres. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Sylvain Maillet.